Trois grandes questions aujourd'hui, les amis. Le Barça est-il en faillite? Quel club anglais a changé de pavillon? Mais et surtout ici, qu'a déclaré la maman de Kylian Mbappé qui est sortie de sa réserve? Les grands thèmes de ce jeudi 7 octobre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 171. Les trois gros sujets, mais on va commencer par la Nations League, le Final Four. Quel sera l'adversaire de l'Espagne qui s'est qualifiée hier pour cette grande finale, la France ou la Belgique? L'Espagne qui a battu l'Italie en Italie, à Milan. Voici pourquoi la presse espagnole titre en version italienne Bravissima España, et ce Mamma Mia qu'on va retrouver vraiment à la une de toute la presse également du côté de Valence. Regardez ici à la une de Super, c'est une victoire historique parce que vous le savez, les Italiens étaient sur une très longue série d'invincibilité. Les Espagnols sont passés. Les Italiens veulent rappeler que les champions, ce sont encore eux. Bien évidemment, à la une de la Gazzetta dello Sport, regardez, nous restons les champions d'Europe pour les Italiens qui avaient battu les Espagnols dans cette demi-finale, on s'en souvient. Merci l'Italie, voilà pourquoi, pour saluer cette longue série d'invincibilité, le cœur n'aura pas suffi. Le cœur était là, mais il n'aura pas suffi. Il faut dire que l'Italie a été réduite à 10, on va y revenir. Cette petite image très belle entre Chiellini et Luis Enrique qui le pointe du doigt. Vous le voyez. Et donc, l'ami Roberto Mancini qui va rester à quai. Il était à 37 matchs d'invincibilité. C'est le record en Italie. Je vous rappelle que c'est le Brésil qui tient le record absolu avec 42 victoires. Non pas 42 victoires, 42 matchs d'invincibilité. Voici, ça a duré depuis 3 ans. Mais ils sont battus. Merci à Roberto Mancini qui reste bien entendu le sélectionneur. On pense maintenant à la Coupe du Monde côté Qatar pour l'Italie. Les notes dans ce match, ça a été un très beau match de ballon. On regrette peut-être cette exclusion qui aurait pu avoir et nous offrir une rivalité plus forte. Mais l'Espagne s'impose donc 2-1. L'Espagne a mené 2-0 avec un doublé de Ferran Torres. On va y revenir. Voici les notes espagnoles, italiennes. Côté espagnol, on a relevé quoi? Marcos Alonso, Busquets, Ferran Torres et Oyarzabal. Voilà qui est fait du côté espagnol. Moi, je vous ai dit que j'avais un doute sur Busquets. Je le maintiens pour moi. C'est un excellent joueur. Bien entendu, il a été très bon dans l'entrejeu, mais 2-3 erreurs et pertes de balle aux 20-25 mètres alors qu'il n'y avait aucun danger pour offrir une balle aux Italiens. Je pense qu'à son niveau-là, dans ce type de match, ça ne doit pas se passer. Mais ce n'est que mon avis, c'est une opinion bien évidemment et on peut en discuter. Côté italien, le meilleur côté Italie, Chiesa avec un 7. Le moins bon, logiquement, Bonucci avec son exclusion avec le 4. Côté espagnol, 8 pour Ferran Torres et le 5, la moins bonne note pour Pau Torres, le défenseur central de Villarreal. La réussite, elle est pour Luis Enrique. Je vous le disais, il avait été largement attaqué pour les choix dans sa sélection. Les petits nouveaux qu'il lançait, qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu dans leur championnat respectif. Il a eu raison. C'est la grande réussite de Luis Enrique, cette victoire. Le San Sirasso, le jeu de mots, on était à San Siro. On pense à Maracanazo, bien entendu, avec ce jeu de mots placé. Et donc les soldats, les nouveaux soldats de Lucho. Luis Enrique dans les colonnes de Sport. Voici ces visages. Il va falloir les assimiler parce que la nouvelle génération espagnole est ici. Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso, Busquets, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia, Koke, Gavi, plus Jérémy Pino, Mikel Merino, Bryan Gil, Sergi Roberto, ce sont les nouveaux. Et donc ce killer, le killer valencien, c'est lui, Ferran Torres, le joueur de Manchester City aujourd'hui pour ce doublé, élu MVP de ce match. J'aurais également mis Marcos Alonso sans aucun problème, ou encore le petit Gavi qui a été exceptionnel dans ce match. Pour lui là, 12 buts en 21 matchs. 12 buts en 21 matchs, c'est un animal du but. Voilà qui est bien ça pour Luis Enrique. On joue avec des faux neufs, vous le savez, du côté de l'Espagne depuis un petit moment. C'était de nouveau le cas et c'était la tâche de Ferran Torres. Réussite, conclusion de Luis Enrique. Il a tout gagné. Ce que tu dis maintenant est parole d'évangile. Grosso modo, c'est le message que la presse donne à Luis Enrique pour ce match. Quel sera l'adversaire? Quel sera le plan de Didier Deschamps face à la Belgique? La réponse maintenant. On tourne la page. Avec donc cette autre demi-finale attendue ce soir. C'est du côté de Turin, vous le savez, prêt à se friter. Le petit jeu de mots avec les frites belges, bien évidemment, on est là. Et de leur côté, les Belges, regardez ici avec les dernières heures,
après le SEUM, le sérum de vérité. Le SEUM avec, vous le savez, on a en tête cette demi-finale de la Coupe du Monde 2018 parce qu'on pensait qu'on pouvait faire quelque chose face à la France. On ne veut oublier tout ça et être d'attaque. L'ami Roberto Martinez, le coach espagnol de la Belgique, le dit très clairement. Nous sommes meilleurs. Mais attention, la France également. La France également monte en puissance. Pour le rappel historique, c'est la 5e fois que les Diables défient les Bleus lors d'une phase finale. Il reste sur 4 défaites. Ça, c'est en faveur de l'équipe de France, bien évidemment. Dans cette équipe belge, il y a des gens qui connaissent parfaitement le football français. Il y a des croisements avec notamment ces 4 visages. Les noms sont là, avec Fouquet, avec Mats Hummels, Denayer, Carrasco, évidemment, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Eden Hazard également, Dodilou Bekayo et Michy Batshuayi sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ils connaissent parfaitement et ils connaissent les adversaires qu'ils auront en phase 2, qu'ils se rencontrent sur la scène internationale. Ça, c'est intéressant parce que côté belge, on s'interroge sur le plan tactique de Didier Deschamps. Nous aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'il va passer à cette défense à 3 qui avait si bien marché? C'est la question qu'on se pose dans les colonnes belges. Vous le voyez, la France à 3 derrière pour aller vite devant. C'est une interrogation. On s'interroge également côté belge sur 2-3 profils et notamment un homme qu'on connaît bien, Tielemans, l'ancien monégasque, parti du côté de Leicester. Ça marche un peu moins. Il est moins tranchant. Vous le voyez à l'Euro, il a été moins tranchant à l'Euro, puis à Leicester. On l'attend notamment pour remonter en puissance parce qu'il sait qu'il a du monde derrière et notamment Van Aken qui le presse au niveau de son poste. Il y a un autre joueur qui sera surveillé de près dans ce match, côté français, c'est Adrien Rabiot dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Des cœurs à conquérir pour sa 3e saison à la Juve. Rabiot ne fait pas encore l'unanimité, mais sa situation pourrait évoluer avec l'arrivée, le retour sur le banc de Max Allegri. À suivre Rabiot dans ce match de l'équipe de France. Ces Bleus qui seront donc en reconquête. On est 3 ans après la demi-finale face à la Belgique lors de la Coupe du Monde et on veut retrouver la force passée, cette force justement de la Coupe du Monde pour cette équipe de France, une force qui a été abîmé, nous dit-on, durant l'Euro. C'est très intéressant à suivre ça. Regardez comment nos confrères belges présentent grosso modo la clé de ce match avec le trident Benzema, Griezmann, Mbappé, le sens de l'attaque vers le haut, vers le but de Courtois. Voici là le système défensif des Belges pour tenir ces 3 hommes avec Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Witsel, Dendoncker ou encore Fouquet. Le chemin, le circuit préférentiel de l'équipe de France passera bien évidemment par ces 3 hommes ce soir clé dans cette rencontre. Les 11 probables, ceux de nos confrères de l'équipe. Regardez, avec ce 11 belge, Courtois, Boyata, Vertonghen, Alderweireld, la vieille garde belge, Carrasco, la rapidité ici, Witsel, Tielemans, Castagne, De Bruyne, Lukaku et bien entendu Eden Hazard, côté équipe de France. C'est probable pour l'instant avec Lloris, Varane, Hernandez, Lucas Hernandez, Koundé, Paul Pogba, Rabiot, Théo Hernandez, on verrait peut-être pour la première fois les 2 frangins ensemble, Pavard sur le flanc droit, Griezmann, Mbappé, Benzema, ce trident offensif ce soir 20h45 pour rejoindre l'Espagne pour la finale du Final Four. On en vient au dossier de l'ami Kylian Mbappé. Il est là bien évidemment attendu comme titulaire ce soir. Qu'a réservé sa maman? Aujourd'hui, c'était à la une du Parisien aujourd'hui en France. La réponse maintenant. On tourne la page. C'est parti avec donc la maman de Kylian Mbappé qui est sortie de sa réserve, Faiza Lamari, comme une louve. C'est le mot fort qu'on a retenu de cet entretien en mode verbatim. Le vrai Kylian raconté par sa maman. On parle famille, éducation, argent, intimité. Elle s'est retrouvée dans la rédaction du Parisien aujourd'hui en France avec un panel de lecteurs choisis par la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. Et il y a eu beaucoup de choses et notamment bien évidemment son contrat entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid le 1er janvier prochain. Je vous le rappelle, le tic-tac est là. On est à 86 jours du terme de ce contrat avec le Paris Saint-Germain entre Paris et Madrid. C'est comme choisir entre ses parents. Ça, je peux vous dire que ça va ramener du flou dans ce grand débat et notamment côté espagnol, vous allez le voir. Beaucoup de sujets, on parle de l'image de Kylian, je sors telle une louve à chaque fois qu'il est attaqué, bien évidemment, comme toute maman, c'est évident. Regardez, c'est une double page intérieure avec tous ces sujets, je vous choisis ces verbatims. Sa vie et son rapport à l'argent, on avait le syndrome du pauvre. Voilà un verbatim, je vous conseille de lire ce papier. Son avenir, avec lui, tout peut changer du jour au lendemain. Les Bleus, l'Euro, quand il est malheureux, il pleure. La relation mère-fils, le dernier désaccord, c'est sur le mot
clochard. On s'en rappelle encore de ce petit mot. Et puis enfin, elle termine sur ses engagements, ses projets. Il veut créer une école dans le 93. Je vous conseille vivement tout ça parce que ça nous amène une interrogation de nouveau sur ce contrat. On est à 86 jours. Que va-t-il choisir de faire, Kylian Mbappé? Rester à Paris? On nous dit que Leonardo et la maman de Kylian se seraient passé un petit coup de fil lundi, là, il y a 3 jours, pour discuter de cet avenir. Vous le savez que le Paris Saint-Germain espère encore garder Kylian Mbappé. Côté espagnol, on fait une résonance, bien évidemment, à ce papier du Parisien aujourd'hui en France. Marca et AS. Nous sommes en train de parler avec le Paris Saint-Germain et tout va bien. C'est justement écho à cette relation avec Leonardo. Là aussi, du côté de AS, avec les deux hommes, les conversations avec le Paris Saint-Germain vont bien, vous l'aurez compris. Le flou absolu du côté de l'Espagne à 86 jours avec les déclarations des parents et donc de la mère de Kylian Mbappé. Suite au prochain épisode. La question suivante, les amis. Quel est le club de Première Ligue qui vient de changer de pavillon? Là aussi, on tourne la page. Ce club est Newcastle qui change de propriétaire, les amis. Ça y est, avec l'arrivée, enfin, je dirais, des Saoudiens. Enfin, parce que ça fait un petit moment qu'ils tournent autour du club. Il y a eu quelques petits problèmes, on va y revenir. Voilà, ça y est, le deal semble fait avec l'ancien boss qui est ici, là, Mike Ashley, qui va passer la main au prince saoudien. Ici, c'est Bruce, Steve Bruce, le coach de Newcastle, et donc le changement de propriétaire, c'est vraiment la une de toute la presse en Angleterre. Il faut savoir que les Saoudiens étaient en petit conflit, entre guillemets, avec la Première Ligue. Pourquoi? Parce que la Première Ligue, tout ce qui est production télévisuelle, c'est un contrat avec notamment le Qatar en mode broadcaster. Et du coup, vous le savez, géopolitiquement, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a quelques, non pas frictions, mais quelques désaccords, bien évidemment. Et il y avait un ralentissement sur ce dossier Newcastle en accord avec la Première Ligue, accord trouvé. Et donc, les Saoudiens vont prendre la main sur Newcastle. Le deal est done du côté de Newcastle. Très, très attendu. Ça, c'était l'intervention du côté de l'Angleterre. Je vous emmène maintenant vite fait en Italie avec pas mal de petits sujets clubs rapides. Justement, Milan en mode 2.0. On nous plonge au cœur du centre d'entraînement de Milan pour nous montrer qu'on est, bien entendu, avec les capteurs GPS, avec des caméras de partout et des drones pour superviser le travail de Pioli pour faire que Milan truste éventuellement ce scudetto au terme de cette saison. Le voisin, l'Inter, vous le savez, on est toujours dans les recherches économiques. On nous montre quoi? On nous montre que le banc coûte cher. Il va falloir peut-être faire des économies sur le banc. Je vous zoome ça pour vous montrer. Voici la balance totale. 140 millions d'euros, c'est quoi? Les titulaires sont ici. Je vous en mets 6. Bastoni, De Vrij, Brozovic, Barella, Martinez, Lautaro Martinez et Skriniar. À eux 6, ils pèsent 19,3 millions, vous le voyez, à l'année. De l'autre côté, sur le banc, regardez, Alexis Sanchez, Vidal, Vecino, Sensi, Gagliardini, à eux 5, ils pèsent 19,5. Regardez là, ça passe ici, ça veut dire que le banc coûte plus cher. Il va falloir trouver des solutions, certainement des ventes, pour rééquilibrer cette balance du côté de l'Inter. En parlant valeur marchande et prix, le Napoli, la valeur marchande de ce groupe est en pleine hausse. Pas seulement au Osimhen, bien évidemment, qui est ici avec l'ami Spalletti, mais quand Naples est en tête du classement, premier, la valeur marchande des joueurs est en train de monter. Tout ce groupe est en hausse pour arriver à quoi? Nous dire qu'aujourd'hui, ce groupe a augmenté de 100 millions. 100 millions de plus sur la valeur marchande réussite de l'ami Spalletti et du Napoli. L'AS Roma, on accélère, est en train de se transformer. Vous le savez, avec les patrons américains, Friedkin, père et fils, qui tiennent la baraque, avec notamment un nouveau CEO qui vient d'arriver, il est là. Fienga s'en va, lui arrive, c'est l'ami Berardi. Changement du côté de l'AS Roma. La Juve veut un buteur, ça vous le savez. On chasse un nouveau numéro 9. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'avenir de Morata, bien évidemment, prêté par l'Atlético Madrid. 2 hommes vidés, je vous en ai parlé hier. Vlahovic de la Fiorentina, mais il coûte cher. Le deuxième, ce serait lui. Tiens, Icardi du Paris Saint-Germain, c'est une affaire à suivre. On en parle peut-être dès le mois de janvier prochain pour une arrivée du côté de la Juve. En parlant de numéro 9 et en Italie, lui là, le fils d'El Cholo, El Cholo Simeone, son fiston qui est en train de cartonner, Giovanni Simeone, du côté de Vérone. 2 buts et
3 passes décisives pour lui. Lui qui a enchaîné en Italie le Genoa, la Fiorentina, Cagliari et aujourd'hui Vérone qui est ici au championnat. Bravo à lui, réussite pour le fils del Cholo Simeone. Et si on parlait du père, tenez, le père pour qui tout va bien, bien évidemment à l'Atlético, avec son arme offensive. Vous savez quoi? Il distribue les cartes. Et le Cholo, il fait de la place pour tous. Il y a un trou pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Avec ses attaquants, Joao Félix, Correa, Luis Suarez, Antoine Griezmann et le petit nouveau Cunha, le Brésilien, qui est en train de monter en puissance. Lui a le temps de jeu le plus faible, mais il répartit, il a le choix. C'est une carte précieuse pour éventuellement garder sa couronne du côté de l'Espagne. Le choix également stratégique politique pour vous montrer que les joueurs prêtés pile et face de tous les joueurs prêtés du côté de l'Atlético Madrid. Il y a des réussites, je pense notamment à Gerbic, le gardien lillois. Je pense également à Morata du côté de la Juve, mais il y a des déceptions. Et la première pour moi, elle est là. Saúl, qui ne marche pas du côté de Chelsea, c'est une affaire à suivre. On en parlera dans les prochaines semaines de l'ami Saúl du côté de l'Atlético Madrid. Et puis enfin, une dernière information club. Je vous en avais parlé, on est en chasse nouveau président du côté de Benfica. Les élections dans quelques heures maintenant. Débat présidentiel aujourd'hui. Ça faisait 20 ans qu'on attendait ce type de débat. Plus de 20 ans, vous le voyez. Ça va se passer entre Rui Costa, qui tient la baraque, en intérim pour l'instant, et en face le principal adversaire, Francisco Benitez. Les deux hommes vont se retrouver face à face du côté de Benfica. Prolongation de contrat au Sporting avec toujours les opérations jeunes comme partout en Europe. Ignacio, Matteo Núñez ou encore Daniel Bragança, les jeunes du Sporting sont en pleine phase de renouvellement de contrat. On en vient au Barça. Le Barça, c'est la question également du jour. Le Barça est-il en faillite, les amis? Réponse, oui. Eh bien oui, le Barça est en faillite, ça y est. C'est très simple. Voilà un homme signalé, le président Bartomeu, l'ex-président Bartomeu, à la une de Sport. Et voilà un visage que vous ne connaissez pas. Lui, c'est Ferran Reverter. C'est le nouveau CIO du Barça. C'est un homme de l'ombre, spécialiste de l'économie et du financement, bien évidemment. Un homme du président Laporta. Depuis maintenant des semaines, il a tout auditionné. Il a découpé le plan de financement, notamment de Bartomeu, pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation plus que critique. On est proche de la ruine. Bartomeu est visé, c'est clair et net. Voici l'évolution de la dette du Barça, avec deux traits, un bleu et un rouge. Vous le voyez avec un différentiel important. Là, on est à près de moins 1000 millions d'euros et ici à moins 675 millions d'euros, parce qu'on nous explique que le président Bartomeu, lors de son mandat, a changé des statuts au club pour faire que ces chiffres soient dégonflés, pour qu'on dégonfle la dette du FC Barcelone. Et cet homme a relevé qu'en fait, on est dans une situation bien plus grave que celle qu'avait imaginé le président Laporta à son arrivée. Les causes de cette situation grave. Regardez cette double page. On nous parle de beaucoup de choses, hein. On nous a présenté beaucoup de graphiques. Ces papiers étaient in fine publics, présentés aux socios du Barça, révélés dans les colonnes de Sport. Vous le voyez, cette situation est très très grave. On nous parle de plein de choses, hein. On nous parle de commissions lâchées lors des transferts. On parle de 50 millions d'euros qui seraient partis dans des commissions. On parle de 2 crédits qui ont été pris pour pouvoir seulement faire venir Antoine Griezmann. 2 crédits. On n'avait pas les sous, visiblement, pour faire venir Antoine Griezmann. Les changements de statut dont je vous ai parlé, tout ça, avec peut-être un chiffre à vous donner pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Ce chiffre, les amis, c'est 1400 millions d'euros. 1400 millions d'euros. C'est très simple. Messi, Griezmann, Coutinho, Dembélé, à eux 4, ils coûtaient par an, entre les salaires et les plans d'amortissement, 1400 millions d'euros. À eux 4 seulement, imaginez, voilà pourquoi dans les colonnes notamment de la presse générale, ABC, El Mundo ou El País, on nous montre qu'on est vraiment dans une situation ultra délicate. Le Barça, c'est simple, est ruiné. Vous le voyez dans les colonnes de AS. Ça va être très compliqué, très compliqué. Pour autant, Reverter nous le dit, on peut croire encore aux choses positives. Le départ de Griezmann a donné un peu d'air, voilà qui est bien établi. Et vraisemblablement, on aurait une enveloppe aujourd'hui entre 15 et 20 millions d'euros, notamment liée au fair play, pour pouvoir être encore actif sur le prochain marché des transferts. Je vous en avais parlé avec notamment le marché hivernal avec Sterling ou Olmo. C'est à suivre. On donne du sens positif. Et du coup, vu ce sens positif, le président Laporta a dit « Ok, on est en faillite, en quiebra, mais on a un plan de relance. On a un plan et ce plan va tenir sur 5 ans. » Laporta demande aux socios 5 ans
pour stabiliser la situation tout en allant de l'avant et essayant d'aller faire des coups malins sur le marché des transferts. C'est une situation très très délicate du côté du FC Barcelone et donc un homme visé, l'ex-président Bartomeu. Je voulais terminer puisqu'on parle de futur et de points positifs parce qu'on peut y croire une dernière fois sur cette photo de l'Espagne qui s'est imposée hier face à l'Italie parce que les jeunes notamment sont issus de ce Barça. Je pense au petit Gavi qui est là, qui est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole avec 17 ans et quelques jours. Il passe le record de Ansu Fati. D'ailleurs, je vais mettre ces trois hommes. Ferran Torres, ici le buteur de Valence, aujourd'hui Manchester City. Et lui là, Jérémy Pino, je vous en avais déjà parlé, joueur de Villarreal. Ils ont 17, 18, 19 ans. Le futur de l'Espagne est là. Il faut s'appuyer sur cette jeunesse. Ce message pour terminer ce point média. Voilà les amis, on va se régaler ce soir. Deuxième demi-finale France-Belgique. Allez nos bleus pour avoir une finale France-Espagne et pour se régaler d'autant. Passez une belle après-midi et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.